Good afternoon, everyone. I wanted to acknowledge the fact that we're speaking multiple languages here, but I did decide to speak my native tongue. Je continue à m'adresser en français avec vous, sachant que vous avez les appareils qui permettent en fait de comprendre si jamais vous ne comprenez pas à la base le français. On va passer environ une trentaine de minutes ensemble. Ce ne sera pas une conférence qui va contenir des grandes leçons théoriques. La thématique de votre conférence, c'est s'inspirer de nos succès, building on our successes. Tout ce que j'ai fait, c'est, en fait, j'ai décidé de concevoir un témoignage qui m'est très personnel, mais à travers duquel se trouvent des petites histoires qui parlent de comment j'ai construit, en fait, ma compréhension du succès. C'est quoi le succès, finalement? Mais c'est une compréhension qui est vraiment évolutive. Je dois vous dire que ma réflexion sur c'est quoi le succès n'est pas tout à fait arrêtée, mais je peux quand même vous partager où est-ce que j'en suis aujourd'hui. On va être prêt à partager les diapos. We'll be ready to share the slides for now. Alors, l'individu que vous voyez, il y a deux jeunes filles que vous voyez, mais la personne, l'homme qui les regarde, s'appelle Franklin Armand. Comment décrire Franklin Armand? Franklin, c'est un homme qui habite en Haïti, qui est né, si je ne me trompe pas, au cours des années 50 en Haïti. Et quand il était tout jeune, il avait 3 ans, il a été adopté par ses voisins. Souvent, en Haïti, ça arrive que des familles qui ont, qui ont de trop grands besoins et des ressources limitées se retrouvent à confier leurs enfants à des voisins parce que c'est très communautaire, en fait, comme vie, puis la survie passe par la capacité à se serrer les coudes les uns les autres. Et donc, Franklin a toujours connu ses parents biologiques, mais il a été élevé davantage par ses parents, disons, adoptifs. Le risque, quand les enfants se font élever par d'autres familles que les leurs, en Haïti, mais c'est vrai comme ailleurs, ça arrive que certaines familles utilisent ces enfants-là pour devenir ce qu'on appelle des reste-avec. C'est presque des esclaves, des gens qui deviennent en fait des servants dans la maison parce qu'ils sont traités moins bien que leur famille, la famille biologique. Qu'est-ce qui est arrivé à Franklin? Pour Franklin, ça a été tout le contraire, en fait. Il a été à part entière pris à part dans sa famille. Et à l'âge de 17 ans, même s'il vivait à Port-au-Prince, qui est plus une région, disons, urbaine, il a décidé de vivre la vie paysanne, donc d'aller auprès des familles les plus appauvries d'Haïti et de s'impliquer auprès de ces familles-là. C'était carrément pour lui une vocation de mener cette implication-là. Donc, à 17 ans, il est parti. À 26 ans, si je ne me trompe pas, Franklin Armand a fondé sa première congrégation religieuse, les Petits Frères de l'Incarnation. Donc, il est devenu un frère. Plusieurs années plus tard, fondé les Petites Sœurs de l'Incarnation. Et en fait, ces congrégations-là se sont impliquées en Haïti, en agriculture, en éducation, en entrepreneuriat, en développement économique, en santé. Donc, il y a tout un écosystème qui a été bâti en Haïti qui va bien au-delà, en fait, des questions religieuses. C'est un engagement, disons, de missionnaire qui est très ancré sur l'idée qu'on est solidaires les uns les autres. J'ai eu le privilège de rencontrer Franklin. En passant, j'ouvre et je ferme une parenthèse, juste pour être très clair, ce n'est pas de l'évangélisation que j'essaie de faire en ce moment. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir par rapport à cette histoire-là. J'ai eu l'occasion de parler à Franklin, on s'est rencontrés quelques fois, mais de parler à Franklin au cours des années 2000, ou je pense qu'au début des années 2010. Moi qui suis très sceptique, en fait, des dogmes religieux, mais je n'arrivais pas à saisir, en fait, comment lui réconciliait tout ça. Puis ce qu'il m'a dit, c'était, puis je pense que c'est une notion de succès que je trouve intéressante. Il n'a pas utilisé le mot succès, mais pour lui, il se dit, bien, un humain, en fait, doit être connecté à ce qui se trouve là-haut, ce qui se trouve dans sa tête,
ce qui se trouve dans son cœur, utiliser ses mains et être ancré dans ce qu'il trouve au sol. Quand il m'a dit ça, j'étais comme « Wow! » Ça, c'est impressionnant comme réponse, en fait, de comment un humain se porte sur Terre. Puis je pense que c'est ce qui est en lien, en fait, avec sa vocation. Je connais Franklin parce que il se trouve que la famille qui l'a adopté, c'est la famille de mes grands-parents maternels. Et donc, ce que vous avez devant vous comme photo, vous avez la photo d'une famille, mais on a en fait, parmi les personnes assises, un monsieur avec des lunettes qui a une chemise blanche. Bien, ça, c'est mon grand-père Anglade, qui est aujourd'hui décédé quand j'avais 14 ans. Et le petit garçon à sa droite, avec la chemise verte, c'est moi. Donc, je veux juste vous dire que j'étais cute quand j'étais enfant, mais c'est pas vrai. J'étais cute quand j'étais enfant aussi. Et la personne à la chemise jaune, en fait, Marie-Vernissile Lorès, c'est la femme de mon grand-père, ma grand-mère. Donc, ce sont mes deux grands-parents. Et là, je pourrais nommer, en fait, il y a mes parents sur la photo, etc., mes oncles et tantes, mais j'insiste particulièrement sur mes grands-parents. Donc, je vous ai introduit Franklin, qui, pour moi, a toujours été une inspiration, un exemple de succès, même si je l'ai peu connu. Mais par contre, j'ai connu mes grands-parents. Et mes grands-parents, ce que j'ai saisi des valeurs de Franklin Armand, je les ai vus à travers mes grands-parents parce qu'ils vivaient à la maison. Souvent, on connaît le concept de maison intergénérationnelle. Pour moi, c'était la maison. Mes grands-parents vivaient chez moi. Et donc, ma grand-mère, elle est décédée en 2017. Mon grand-père est décédé quand j'avais 14 ans, donc j'ai plus le souvenir de l'année exacte, mais c'était au cours des années, à la fin des années 90. Et donc, j'ai pu non seulement entendre les histoires liées à des valeurs très communautaires, mais j'ai pu les vivre moi-même. Et mes grands-parents se faisaient un devoir d'élever avec soin et amour non seulement leurs enfants biologiques, ma mère et mes tantes et oncles, mais également des enfants de la communauté. C'était quelque chose qui, pour moi, m'a marqué en lien avec le souci, non pas de chercher à recevoir, mais beaucoup de chercher à donner. Et ma grand-mère, particulièrement, m'a beaucoup impressionné à travers ça. Une femme qui, somme toute, avait des connaissances très rudimentaires en termes de lecture, donc elle savait très peu lire, mais ça ne l'a pas empêché de devenir entrepreneur, tant dans la restauration que dans le textile, mais au-delà de ses accomplissements professionnels, moi, ce qui me frappait, ça a toujours été cette grande générosité-là, qui, encore aujourd'hui, en fait, je crois, perdure d'une certaine manière dans la famille à laquelle j'appartiens. Et cet exemple-là de succès-là qui est vraiment inscrit dans l'intimité, dans l'humilité, me parle énormément. Et je vous parle de Franklin Armand qui est en Haïti. Je vous parle de mes grands-parents qui sont aujourd'hui décédés. Et dans toute cette transmission-là, ce serait étrange de ne pas parler plus précisément de mes parents qui sont encore vivants aujourd'hui à la retraite, parce que quand on parle de succès, et puis on s'entend qu'il peut vraiment avoir beaucoup de définitions, mais l'une d'entre elles, elle est liée à la famille qui vient de plusieurs centaines de kilomètres à l'extérieur du pays, qui décide de s'établir dans ce nouveau pays qui est le Canada, après avoir vécu des circonstances difficiles. Je vous rappelle que Haïti a vécu un ensemble d'épreuves, dont la dictature, et donc mes grands-parents et mes parents ont vécu en fait sous cette dictature-là. En fait, il y a eu deux, Jean-Claude et François Duvalier, père et fils, qui ont sévi pour une bonne partie du 20e siècle dans un régime, en fait, qui ont imposé un régime de terreur, ce qui a notamment expliqué les vagues d'immigration haïtienne vers la côte est des États-Unis principalement, mais également jusqu'au Canada. Et cette histoire-là, qui, oui, est haïtienne, elle appartient à plusieurs personnes qui ne sont pas nées sur le territoire. Et d'avoir... bon, on est dans un contexte syndical ici.
Moi, j'ai vu ma mère vivre le milieu syndical en tant qu'infirmière et de voir toutes les conditions difficiles des infirmières haïtiennes et non haïtiennes aussi, mais on a quand même beaucoup de femmes haïtiennes qui étaient infirmières à l'époque et qui le sont encore aujourd'hui. Mon père qui vivait dans un contexte un peu différent, mon père qui est ingénieur, mais dont les conditions de travail étaient délicates au point où, entre deux projets, même s'il travaillait pour une société d'État, il devait faire du taxi. Donc, le succès ressemble aussi à ces personnes-là qui s'impliquent, pas pour eux autres, encore une fois, mais pour que leurs enfants, j'ai 2 frères, pour que leurs enfants, en fait, se trouvent à pouvoir avoir une vie qui est respectable, une vie qui est heureuse, une vie où on peut ressentir de l'épanouissement. Et donc, je me retrouve là dans tout ça, avec l'espoir du parent immigrant que leurs enfants, dont je fais partie, s'épanouissent davantage qu'eux ont pu s'épanouir. Et en tension avec cet espoir-là, vient la crainte que les enfants vivent des échecs qui sont peut-être plus importants, en fait, que les parents. Et c'est une préoccupation que tous les parents ont, bien sûr. Je pense que c'est une préoccupation qui frappe davantage des parents qui ont vécu des obstacles particuliers comme ceux que j'ai nommés. Et ça fait en sorte que les parents se retrouvent à exercer des choix. Et dans mon cas, un des choix, et dans le cas de mes frères aussi, ça a été de nous envoyer dans les écoles privées, dans les collèges privés, pour qu'on soit loin de ce qu'on appelle les mauvaises influences, pour qu'on ait la meilleure éducation possible. Et encore là, aujourd'hui, je ne suis même pas en train de faire un plaidoyer pour l'école privée. Je vous parle un peu de la vision que mes parents avaient, une vision qui est, somme toute, pas nécessairement déraisonnable, surtout quand on voit comment nos gouvernements abandonnent parfois le secteur public, en particulier, dans ce cas-ci, on parle du secteur de l'éducation. Il se trouve que dès l'âge de 5 ans, à la maternelle, je fréquente l'école privée. Donc, d'école en école, en fait, ça a toujours été dans les collèges privés que j'allais. Et ce qui montre un peu la photo avec le bel uniforme puis le col roulé, c'est pas mon choix de m'habiller comme ça pour aller à l'école. C'était l'uniforme qui était imposé. Les filles avaient un blazer qu'on appelle un blazer rouge. Puis les gars, c'était le bleu, hein, on s'entend, c'était très genré à l'époque, comme ça peut l'être aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de nuances par rapport à ces questions-là. Et une des choses que ces choix-là de mes parents, et en fait le parcours scolaire que j'ai mené m'a amené en fait à vivre comme expérience, c'est de comparer les quartiers de Montréal, c'est de voir les inégalités à travers le contexte montréalais. Je prenais le métro à partir de l'est de Montréal et je me rendais dans les quartiers centraux. C'était somme toute environ 1 heure de transport à tous les jours en bus metro walk, comme on dit, le fameux BMW, mais qui n'est pas vraiment un BMW. Et vous avez devant vous une photo, juste par curiosité. Est-ce qu'il y en a qui savent, parce que peut-être parmi les gens qui connaissent Montréal, est-ce qu'il y en a qui savent quels sont ces 2 quartiers ou ces 2 environnements dont on parle? Je vois une main qui est levée ici. Je vais prendre la main au fond là-bas, monsieur. C'est Ville-Mont-Royal. Par extension, tout à fait. Donc, Ville-Mont-Royal, par extension, pour vous situer, Ville-Mont-Royal, ça s'appelle, un des surnoms de Ville-Mont-Royal, c'est la Cité-Jardin. Donc, c'est magnifique, il y a des arbres partout. C'est des belles baraques, des belles maisons, bien entendu, ça coûte cher. Les gens qui ont des professions très huppées, disons. Et Parkex, c'est un quartier aussi qui est un hub de beaucoup d'immigration et qui, malheureusement, est davantage un désert de béton. Je pourrais en parler pendant très longtemps de cette comparaison-là qui est très, très marquante. Je dirais juste même une chose, et là, j'ai l'histoire générale en tête, mais il y a même eu une clôture qui a été érigée aux abords de Ville-Mont-Royal pour empêcher les enfants de Parc Extension de traverser. Il y a une ouverture maintenant, ça a été critiqué, il y a eu des aménagements, mais l'histoire qui était marquante, c'est qu'il y avait des familles qui ne voulaient pas que les enfants à l'Halloween viennent chercher des bonbons dans leur quartier. Et donc, ça, moi,
c'est symbolique de ce que j'ai dû constater et observer quand je naviguais de quartier en quartier comme enfant dans la classe moyenne, somme toute, disons ça comme ça, mais qui voyait plutôt les deux extrêmes. Mon secondaire, je l'ai effectué dans, somme toute, l'un des collèges, un collège privé encore, l'un des collèges, disons, les plus réputés non seulement du Québec, mais du pays aussi. Plusieurs premiers ministres. En fait, notre dernier premier ministre, c'est un ancien, et son père était de cette école-là, mais d'autres aussi. Une école où, quand on rentre là, moi, je m'amuse à dire que, bon, on rentre ça, et sans blague, je me souviens que dès l'âge de 11 ans, on disait « tu es l'élite, vous êtes l'élite de la société ». C'est comme une usine à dire « vous allez devenir des hauts placés éventuellement dans toutes les sphères de la société ». Ce qui apporte certains bienfaits et d'autres choses qui sont peut-être plus questionnables. Je ne suis pas en train de démoniser d'un côté ou de l'autre, mais je pense que certainement, mon passage à cette école-là, quand on le rallie à la définition de succès, ce que je constate, c'est que j'ai appris et j'ai cultivé le souci du dépassement de soi, donc l'excellence, la recherche de l'excellence. L'excellence veut dire, je me lève le matin et je fais le mieux que je peux. Mais j'ai aussi appris à confondre l'excellence avec l'élitisme. Et donc, l'idée de réussir parce que j'ai les privilèges, l'idée de réussir parce que mon environnement m'a aidé, devient des fois pour plusieurs personnes confus par rapport à est-ce que je suis excellent ou est-ce que je suis élitiste? Et cette confusion-là, je la retrouve en fait dans un ensemble de contextes de société, pas juste dans le milieu scolaire. Et moi, dans mon parcours, j'ai été en fait au beau milieu de cette confusion-là. Ceci dit, bon, je parlais de sens dépassement, la femme qui est à la droite avec le livre, qui tient un livre, prof extraordinaire, une prof de français et de latin que j'ai eue, avec laquelle j'ai reconnecté récemment, qui est hautement impliquée auprès des jeunes. Avec elle, c'était vraiment beaucoup la recherche de l'excellence qui était quelque chose de cultivé. Elle-même qui vient d'un parcours qui est très loin, en fait, de l'élitisme. Donc, il y avait ce genre de prof-là. Je parle que l'environnement, peut-être, avait certaines valeurs au sein de sa culture qui étaient peut-être différentes. Je vais sauter cette diapositive-là. En fait, peut-être dire rapidement que c'est le philosophe Albert Jacquard, qui est aujourd'hui décédé. Et l'école, il n'y a pas une école qui est blanc-noir, il y a toujours des zones grises. Et malgré la promotion de l'élitisme et aussi la promotion de la compétition et de l'individualisme qui était très fort, je pourrais dire très pendant très longtemps pour dire à quel point c'était très fort, il faisait venir des conférenciers comme ça qui venaient et qui nous disaient, je me souviens, Jacquard qui dit, la compétition, c'est du suicide. Comme, OK, en secondaire 3, en fait, je pensais qu'il blaguait. Je pensais vraiment que c'était une blague, que quelqu'un dise que la compétition pouvait être questionnée. Mais ça m'est resté visiblement pour que plusieurs années plus tard, je vous en parle aujourd'hui. L'excellence, je l'ai cultivée. Quand on parle de succès, le basketball en fait partie. Le petit assis, c'est moi. Et ça s'est traduit aussi dans l'expérience de coaching. Je suis devenu coach à l'âge de 16 ans. Ça a été une passion pour moi de devenir un entraîneur. Et là, pour moi, le succès a pris plusieurs variables. On voit, oui, une bannière ici avec des championnats qui ont été remportés parce que les équipes de mon ancienne école étaient très compétitives. Mais au-delà de ça, c'était vraiment le souci de te concentrer sur ce que tu es capable de faire et de progresser petit à petit à partir de là. Donc, la notion d'apprentissage à travers les victoires, oui, mais aussi les échecs, faisait partie, en fait, de ce qu'est le succès, qui n'est pas, en fait, un élément qui est statique. Le succès qui n'est pas non plus que sportif, on peut voir dans une seule direction. Les jeunes que vous voyez ici en secondaire 1 sont les mêmes jeunes que vous voyez ici pour quelques-uns. En secondaire 5, je m'étais amusé, je suis allé chez Dollarama leur acheter un diadème pour les féliciter d'avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires. Et ça, ce sont des valeurs que j'ai continué à porter, de me dire, le succès, c'est vraiment aussi l'épanouissement humain. Ce n'est pas uniquement d'avoir atteint un métrique précis en termes de KPI. Et un des endroits où ça s'est le plus ancré,
C'est un endroit qui est logé en Outaouais, le camp de vacances. En fait, c'est au Lac-Simon, au bord du Lac-Simon en Outaouais. Une photo du camp de vacances Lac-Simon, qui est un camp, en fait, fondé par les Jésuites, qui est aujourd'hui laïque. Et ma première expérience de nature a été à ce camp-là. J'avais peur des moustiques. Je ne voulais pas, moi... Non, mais c'est vrai. 2 semaines en nature, quand tu penses que... Pour quelqu'un qui grandit en ville, qui n'a pas accès à la nature au sens le plus propre du terme, je m'imaginais un cauchemar. Et ça a été l'inverse, en fait. J'ai rarement vécu un état de grâce qu'à être à ce milieu-là. C'est un camp bénévole pour enfants d'un quartier défavorisé de Montréal, la Pointe-Saint-Charles. Et je pourrais en parler pendant bien longtemps, mais ce que vous avez comme photo, c'est la photo du fameux mot du matin, où il y a des leçons de sagesse qui sont déposées auprès des jeunes, une lecture, notamment la lecture du Petit Prince de Saint-Exupéry, où on invite les jeunes à s'intéresser au don de soi, au rapport à l'autre, à des éléments qui sont très peu promus dans nos contextes de société généraux, que ce soit à l'école ou au travail. La fameuse phrase du Petit Prince, ou les 2 phrases, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je répète, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est une phrase qui est applicable pour tout le monde. Et c'était le genre de message qui était encouragé quand j'étais moniteur au camp de vacances du Lac-Simon. Ce que j'ai fait avec tout ça, parce que j'étais influencé par peut-être les normes de succès, par les idées de ce qu'est le succès qui étaient promues non seulement dans ma famille, mais aussi dans ma famille au sens de mes parents qui voulaient que j'aie une profession libérale. Au travail, il y avait des types d'emplois qui étaient valorisés. Bien, je suis devenu avocat. J'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon engagement auprès des jeunes, mon plaisir que j'avais, la connexion à la nature et l'autre. Rien à voir. J'ai beaucoup appris en devenant avocat, mais ce n'était pas connecté avec ce qui me parlait comme individu. C'était beaucoup plus connecté à l'idée de la réussite dont j'entendais parler régulièrement. Mais il s'est trouvé, en revoyant des amis d'enfance que je voyais au palais de justice, pas parce qu'eux autres faisaient face à des accusations, ils venaient de travailler, non, ils faisaient face à des accusations criminelles, malheureusement. Je me suis dit, il me semble qu'il y a quelque chose à faire qui est différent que de simplement travailler comme avocat. Et c'est là que j'ai fondé Pour 3 points, un projet qui utilise le sport et le coaching pour accompagner les jeunes. C'est une photo qui date de 2012. Donc, on est au tout début, en fait, de l'organisation. Et je décide de faire le choix de me consacrer à temps plein, ultimement, au sein de cette organisation-là. Il me reste combien de temps? OK, c'est bon. OK, c'est bon. Parfait. Alors, je faisais un autre dîner, parfait. Alors, c'était un pas vers quelque chose qui est peut-être plus cohérent en termes de vocation, en termes de vision, en termes de ce qui résonnait avec moi. Et je vais faire un pas en arrière. J'ai fait le choix de quitter la pratique du droit pour me consacrer à temps plein à Pour 3 points en 2013. Et le message que j'aurais quand même, c'est même en faisant ce choix-là, je me suis quand même retrouvé dans le secteur social à prendre certaines décisions qui n'étaient pas alignées avec peut-être mes valeurs, avec un certain niveau de cohérence, qui étaient encore alignées avec des idéaux de succès qu'on voit notamment dans le secteur corporatif ou dans le secteur à profit. Donc, j'ai voulu faire grandir l'organisation d'une manière qui n'était pas possible. Ça nous éloignait de l'expérience directe du terrain. Il y avait un côté aussi individualiste là-dedans, dans les milieux, dans l'entrepreneuriat social, disons, on va glorifier des héros alors que ça n'existe pas. Un leader qui peut posséder une vision, qui sait mieux que tout le monde. Les choses se font en collectivité. Moi, j'y crois davantage aujourd'hui.
mais je ne peux pas dire que je n'ai pas trébuché par moments à me retrouver, à valoriser certaines manières de faire qui étaient peut-être malsaines carrément. Quand on parle du travail à outrance, j'en ai bavé aussi beaucoup. Et donc, de me perdre un peu là-dedans par souci d'avoir un impact, mais un impact qui est carrément démesuré, qui n'était peut-être pas nécessairement humble. Une photo devant vous d'une entrevue que j'ai donnée dans les médias parce que je me suis retrouvé, et tu le nommais un peu plus tôt, je me suis retrouvé à travailler dans l'univers médiatique, à être chroniqueur, à faire un ensemble d'entrevues, à m'impliquer plus de manière militante, donc pas juste au niveau non-profit ou communautaire, mais c'est sûr qu'avec certaines crises sociales, notamment le décès de George Floyd, le triste décès de George Floyd ou d'autres crises, je me suis impliqué aussi au niveau militant et j'ai revu en fait les mêmes patterns, pas juste chez moi, mais je le revoyais aussi autour de moi, que les gens voyaient le succès d'une manière qui était toujours la même si ça prenait une forme différente. Et l'humilité que je voyais, par exemple, chez ma grand-mère, je ne la retrouvais pas en fait autour de moi et je ne la retrouvais pas en moi non plus. Et donc ça a été une période où on me voyait en fait sur toutes les tribunes. C'était pas que du mauvais, je pense que j'ai apporté certaines contributions à travers le temps, mais certains apprentissages par rapport à l'importance en fait de se grounder davantage. Je vais aller à cette photo-là, puis je vais revenir à la suivante, parce que je me suis mélangé dans l'ordre. La photo que vous avez devant vous, c'est une photo qui date de février 2023. Donc, on est il y a environ à peu près un peu plus de 2 ans. Et c'est une photo où je suis en dépression majeure. Et ma copine, elle s'est amusée. Là, il y a le chat, notre chat Doris, qui me console. On a plus d'une douzaine de photos comme ça, où elle me console, puis moi je dors. J'étais complètement brûlé. Si je recule un peu en arrière, dans les semaines qui ont précédé, je suis allé dans une retraite de méditation. J'en pouvais, mais absolument plus de ma vie professionnelle quotidienne. C'était une retraite magnifique, vraiment. Une retraite de 7 jours où j'étais assis sur mon endroit de méditation, puis je méditais. Mais le lendemain de la méditation, j'ai complètement crashé, en fait, et ça a été de la manie, des épisodes psychotiques. J'ai dû aller en hôpital psychiatrique pendant 1 semaine, diagnostiqué avec la bipolarité, sorti de l'hôpital. Le mois suivant, c'était ce que vous voyez. Et à travers tout ça, les idées suicidaires, à travers tout ça, le recovery qui a duré plusieurs mois pour me sentir mieux aujourd'hui, mais avec quand même cette expérience-là qui est quand même marquante. La méditation peut avoir des effets néfastes. Pour moi, ça en a eu. Et il y a des effets qui peuvent être déclencheurs. En fait, cet événement-là a été déclencheur pour moi quant à la crise dans laquelle j'ai été plongé. Et en même temps, la vie que j'ai menée dans les années qui ont précédé n'a pas aidé non plus. Il y avait un stress accumulé par rapport à un mode de vie qui certainement me conduisait probablement vers un mur, et ça en a été le résultat. L'année suivante, donc somme toute, ça commence à aller mieux, et l'année suivante, il se trouve que je donne une conférence auprès d'une institution bancaire. Et je donne ma conférence. Après ma conférence, plein d'employés viennent me poser des questions, mais les questions, honnêtement, elles sont toutes basées sur l'idée de gravir l'échelle corporative puis de devenir le top. Donc, moi, je ne sais pas comment répondre à ça parce que ce n'est pas à ça que je crois nécessairement. Donc, je dois vous dire, je m'emmerdais un peu rendu là au moment de la conférence, en fait, après la conférence, à l'événement, jusqu'à ce que je croise le jeune en blanc qui s'appelle Jeff. Jeff qui se retrouve aussi à peu près au centre, dans la photo plus basse. Et donc, je l'ai connu
à travers, pour 3 points, l'organisme que j'ai fondé, je l'ai connu en 2012. Donc, ça fait 13 ans qu'on se connaît, lui et moi. Je croise Jeff. Et là, je suis super content de le voir. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, il me dit, bien, mon ami, c'est le traiteur. Et je lui donne un coup de main. Puis là, je dis, ah, t'es rendu dans la restauration? Il dit non. Il dit, je suis devenu intervenant social et je travaille dans une école qui n'est pas très loin de l'école où moi, je l'ai connue. Moi, ça m'a complètement flabbergasté. Parce qu'au milieu de tout ce monde-là qui voulait devenir le top dog, bien, il y avait juste un gars qui venait aider son ami bénévolement, puis que dans sa vie au quotidien, il accompagne des jeunes. Ça, c'est du succès. J'allais dire en hostie, mais je l'ai dit. C'est du succès. Puis pas parce que c'est pas parce que l'un est nécessairement mieux que l'autre. On peut devenir président d'une institution bancaire, c'est correct. Mais je pense que le souci de contribuer à l'autre, pour moi, c'est là que j'ancre davantage la notion de succès. Au passage, c'est peut-être une plug promo, là, mais c'est quand même, je l'aime, ma plug. Ça, c'est mon livre que j'ai écrit. Il a paru au mois de mars, mais ça raconte beaucoup de ce que j'ai dit là, mais davantage, bien sûr. Je vais être disponible dans les prochaines minutes si jamais vous voulez y avoir accès. Il est en français seulement. Il va être en vente, je peux vous le dédicacer. Mais au-delà de la question de la vente, c'est peut-être que j'ai pris la peine de réfléchir à c'est quoi nos valeurs de société, c'est quoi mes valeurs individuelles, puis de me rendre compte qu'une valeur individuelle, c'est des valeurs qui sont partagées, qui peuvent nous mener dans différentes directions, qui sont parfois constructives, parfois qui ne le sont pas. Et à la base, j'ai l'impression que, pour moi, Petit Prince et Saint-Exupéry qui nous parlent de l'essentiel qui n'est pas visible pour les yeux. Je pense qu'il y a des leçons de succès qui sont importantes là, qui, moi, me parlent beaucoup. Après l'avoir vu dans ma famille, après l'avoir vu au sein de l'organisme que j'ai travaillé, après l'avoir vu chez des jeunes comme Jeff, mais après l'avoir vu aussi en étant en contact avec des gens qui sont impliqués dans des syndicats comme le vôtre, puis à me rendre compte à quel point il y a de la valeur quand, non, peut-être on ne gagne pas nécessairement tous nos combats, mais les relations qu'on tisse, le fait d'être toujours présent puis de show up, moi, je valorise ça énormément. Donc, merci. Je pense qu'on a terminé. Je pense qu'on a du temps pour des questions. On a du temps pour des questions. Donc, un grand merci de votre attention et je suis ouvert à répondre à toutes vos questions ou vos commentaires, vos désaccords, peu importe. Merci. Es-tu correct pour les gérer toi-même, les questions, tu veux qu'on les gère pour toi? Ah, c'est correct. À moins qu'il y ait une foule, il y a juste une personne, fait que c'est correct. Oui. 2 questions, en fait. La première, sens-tu que, du fait que tes parents sont partis, ils vous ont emmené ici au Québec, leur vision à eux du succès, c'était que leurs enfants aient un succès. Sens-tu que cette pression-là, depuis que tu es enfant, t'a peut-être amené à avoir beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules qui t'ont peut-être amené à une dépression, justement, plus tard? Et l'autre question, pourquoi 3 points? Je veux savoir, ça vient de où, la compagnie, en fait, que tu as créée? Ça a été de où? C'est le nom, en fait? Oui. OK, parfait. Ça vient de où? Pour 3 points, ça représente le lancer qui vaut le plus de points au basketball. Ah. Donc, quand on dit, par exemple, qu'on prend un lancer pour 3 points, il y a des lancers de 2 points aussi. Pour 2 points, ce n'est pas le lancer le plus ambitieux. Pour 3 points, bien, ça veut dire que ça part de plus loin, mais ça vaut plus. Okay. C'est ça l'idée. Donc, c'est comme une idée de l'ambition, de l'audace qu'on voulait exprimer à travers le nom de l'organisation. Parfait. L'autre question... c'est une très bonne question. Je pense qu'au point de départ, je pense que c'est la pression à une certaine forme de succès. Moi, je la vois dans un ensemble de groupes, pas juste chez les groupes immigrants ou dans ce cas-ci, les Haïtiens. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. J'aurais tendance à dire une particularité, c'est que certains groupes vont vivre dans un certain confort qui fait en sorte que cette pression-là va être un peu moins évidente. À la différence, si je prends l'exemple de mes parents,
c'est pas par, puis je veux le dire, c'est pas par souci de prestige en particulier qui nous poussait. C'est que eux autres, ils l'ont vécu, là. Ils l'ont vécu, mais tough. Ma mère qui, je vais donner un exemple concret, ma mère qui passe la nuit à l'hôpital avec mon petit frère parce que mon petit frère est malade, puis qui rentre au travail le lendemain sans avoir dormi, puis à la place d'avoir de l'aide, elle se fait demander par sa supérieure « Est-ce que tu as pris de la drogue? » Ça, c'est des choses que ma mère a vécues. On s'entend, c'est absolument atroce. Donc, quand mes parents, alors que j'avais 5 ans littéralement, et je ne blague pas, c'était littéralement ça, disaient « Bien, toi, il va falloir que tu travailles 2 fois plus fort que les autres », c'est que c'est leur expérience qui leur menait à dire ça. Et non seulement c'était leur expérience, c'est une expérience qui est aujourd'hui validée par un ensemble de recherches, cette nécessité de travailler plus fort pour avoir, somme toute, peut-être même pas autant de résultats. Et c'est cette pression-là que moi, j'ai sentie. Donc, elle est comme sociétale pour tout le monde, mais c'est sûr que moi, j'ai été habité par, OK, cette pression-là, elle existe, et même, curieusement, en autant que moi, je m'en défais, plus je vieillis, plus je me rends compte qu'elle est présente. Plus je me rends compte pourquoi c'est peut-être différent pour un jeune d'origine haïtienne par rapport à un autre de pouvoir tailler sa place. Donc, c'est pas comme si mes parents, ils voulaient mettre de la pression. Je pense que c'était comme un désir qu'on survive sur le territoire, en fait. Ouais. En fait, tes parents ont voulu t'offrir le meilleur, puis toi, bien, tu as voulu faire le meilleur pour honorer ce que tes parents ont fait comme sacrifice. Exactement. Somme toute, c'est ça. Puis, c'est pas que du bon ou du mauvais. Ils m'ont vraiment envoyé... J'ai des outils, là. C'est comme... Puis là, en fait, j'ai tellement d'outils que mon père est comme, OK, wow, tu sais, je pense que mon père, il aurait bien aimé que je reste avocat, puis ça s'arrête là. Tu sais, mais moi, je suis comme, non, moi, je veux faire autre chose. Puis comme, OK, aide les jeunes, mais non, pas trop, tu sais. Il y a comme un aspect de... J'ai vraiment le bagage. Donc, c'est comme un peu un paradoxe, tout ça. Donc, honorer mes parents, mais en même temps, à quel prix, tu sais. Ça. Merci. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Aude Bourgeois, SEPB Québec. Ça va un petit peu dans le même sens que Christine, ma question. C'était un peu la réaction de vos parents, de la fratrie, suite à votre décision de quitter la profession. Est-ce que ça fait des flamèches dans la famille? La manière dont ça s'est passé, c'est qu'au moment où je réfléchissais à quitter, ma décision n'était pas prise. Bien, premièrement, j'ai consulté une de mes tantes, puis elle me voyait aller, puis elle me supportait là-dedans. Ça, c'est une des choses. Et je pourrais parler longtemps de ma relation avec cette tante-là, parce que des fois, je pensais qu'elle allait me supporter, puis c'était l'inverse. C'est vraiment intéressant de voir quand est-ce qu'elle me supporte, quand est-ce qu'elle ne me supporte pas. Sur ce dossier-là, elle me supportait énormément. Quand on est à peu près il y a 12 ans, quand j'en parle à mes parents, ma décision n'est pas prise. Donc, on a la conversation sans la charge émotionnelle de « Hey, j'ai pris une décision, ça s'en vient demain matin ». Mais je voyais quand même qu'on a pu unpack, comme on dit en mon français, on a pu comme crever certains enjeux, qui a fait en sorte que quand, 4 mois plus tard, j'ai vraiment pris la décision, puis moi, je pensais que la décision allait être peut-être prise dans des années, ça arrivé 4 mois plus tard, bien, ils ont comme accepté parce que la conversion avait déjà eu lieu. Puis chez mes frères, c'était correct. Mon frère, c'est comme mes 2 frères, là, ils supportaient, puis c'était parfait. Donc, il y avait une solidarité fraternelle qui était très présente. Ce qui est intéressant, ma mère, elle n'a pas beaucoup d'attentes par rapport à moi au plan professionnel ces jours-ci. Elle est contente, puis ça va. Mais ce qui est intéressant par rapport à mon père, c'est que moi, j'ai appris l'an dernier qu'il n'avait toujours pas accepté, il n'était toujours pas content de ma décision. Et ça m'a choqué, mais j'ai appris à mon sujet que j'étais toujours en attente de sa validation. Puis ça m'a mené à me dire, là, il est rendu temps que tu grandisses puis que tu arrêtes de vouloir plaire à ton papa. Et c'est comme un travail que moi, je fais présentement. Donc, parce que mon père, il va jamais dire « je suis fier de toi ». Même s'il l'est, il va toujours dire d'autres mots qui vont avoir l'air de dire « je suis fier de toi », mais il ne va jamais dire « je suis fier de toi ». Quand il a lu mon livre, il me l'a dit récemment.
Il dit, j'ai lu ton livre. J'ai fini ton livre hier soir. Je dis, ah oui? Puis, il dit, ben, ça te ressemble. Je suis comme, rien d'autre, rien. C'est comme, après des années de travail, ça te ressemble. Mais j'ai dû réfléchir, de dire, oh, si il dit ça te ressemble, lui, c'est un gros compliment. Parce que ça veut dire qu'il a vu qu'est-ce qu'il aime, il a vu qu'est-ce qu'il n'aime pas de moi, puis il me reconnaît. Si c'est ça, si mon père me reconnaît dans mon livre, là, c'est exactement ce que j'aurais voulu. Mais c'est des drôles de conversations que j'ai maintenant de me dire, you know what, Fabrice, attends-toi pas que ton papa il dise, je suis fier de toi. Là. Il ne le dira pas. Ça, peut-être pour préciser, ça appartient aussi, il y a des aspects qui appartiennent à mon père individuellement, mais il y a des aspects culturels, il y a des aspects très, émotionnels, psychologiques, qui font en sorte que certaines barrières sont très présentes, puis je dois l'accepter. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.